Bonjour à tous, je m'appelle Solène, pardon, je m'appelle Solène Lagadec, donc je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne, au sein de l'équipe porc. Donc on est une équipe de 12 personnes, chacun est spécialisé à sa thématique, donc alimentation, travail, environnement. Et moi je suis spécialisée donc tout ce qui est sur tout ce qui est justement exposition des travailleurs à l'ammoniac et aux poussières, émission des gaz, donc ammoniac, gaz à effet de serre et poussière vers l'extérieur et réduction du coup de cette exposition et de ces émissions. Et là, du coup, je vais vous présenter donc l'exposition à l'ammoniac et aux poussières en élevage, qui sont des résultats issus de deux gros projets financés par le CASDAR, donc un projet qui s'appelle Air Éleveur et un projet donc qui est en Air Éleveur a été terminé en 2018 et Calière est actuellement en cours et sera terminé en 2026. Et donc ces projets-là sont réalisés donc au sein de l'équipe porc. On travaille en binôme avec ma collègue Caroline Depudan qui est spécialisée justement dans le travail en élevage. Et donc, c'est des projets qui concernent le porc et la volaille. Donc, on travaille également avec les collègues de l'équipe volaille des chambres d'agriculture de Bretagne. Et ce sont des projets aussi qui sont en collaboration très étroite avec l'IFIP Institut du Porc, donc Nadine Guingamp, avec et puis avec donc l'INRAE et d'autres. Vous avez tous les logos qui nous accompagnent sur la page de présentation. Donc, je vais commencer par l'ammoniac, puisqu'en effet, donc je sais que vous en avez aussi pardon, beaucoup parlé ce matin, mais je vais continuer dans cette dernière présentation. Donc l'ammoniac, en fait, l'air des bâtiments porcins et avicoles est potentiellement chargé en ammoniac. Donc c'est un gaz qui est incolore et malodorant, et il est généré par la décomposition des déjections animales. Donc en fait, c'est-à-dire que dès que l'animal va faire ses déjections, il y aura formation de ce gaz, qu'est l'ammoniac, à la suite de trois processus. Donc d'abord l'uréolyse, c'est-à-dire que l'urée qui est contenue dans les urines va rencontrer l'uréase qui est contenue dans les fécès et ça va créer cette molécule d'ammoniac. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dissociation, c'est qu'au début l'ammoniac est en phase liquide, donc l'azote ammoniacal est en équilibre entre la forme ionisée qu'on appelle ammonium, donc NH4+, et non ionisé ammoniac NH3. Et ensuite, il y aura la volatilisation, donc c'est-à-dire que l'ammoniac NH3 qui est sous forme liquide va se volatiliser en ammoniac gazeux et se retrouver dans l'air. Et donc, ces trois étapes sont très liées à différents paramètres, notamment aux conditions de gestion de la ventilation et des déjections. Excusez-moi. Donc, Léna en a parlé tout à l'heure. Donc, en effet, le pH va jouer sur ces différentes étapes. Plus le pH va être élevé, plus la température va être élevée, plus on aura de risque de volatilisation de l'ammoniac dans l'air. Et également, donc la vitesse d'air et la surface d'émission vont influencer cette concentration d'ammoniac qu'on va retrouver dans l'air. Voilà pour l'ammoniac. Après, la difficulté qu'on a avec ce gaz dans les bâtiments d'élevage, c'est que c'est un gaz qui est soluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va se solubiliser dans les muqueuses et donc irriter à la fois le nez, les yeux et la gorge, et il peut également pénétrer dans le tractus respiratoire. Donc ça va entraîner des risques respiratoires, justement, des irritations. On va le voir tout à l'heure. Donc il y a une valeur limite d'émission professionnelle qui existe, qui est de 10 ppm à ne pas dépasser pendant 8 heures et de 20 ppm à ne pas dépasser pendant 15 minutes. Sachant qu'en bâtiment d'élevage, que ce soit en porc et aux volailles, c'est assez fréquent que les éleveurs restent plus de 15 minutes dans le bâtiment pour faire des tâches comme par exemple le tri des porcs charcutiers, nous en bâtiment porc, le temps d'identifier les porcs qui vont partir à l'abattoir, on reste plus de 15 minutes dans une salle. Donc l'important, c'est de ne pas dépasser ces 20 ppm. Comment on peut les mesurer? Donc, Léna en a parlé, soit avec des tubes colorimétriques Dräger. Je veux juste apporter une petite rectification, c'est que le coût,
c'est plutôt du tube à l'unité, c'est plutôt aux alentours de 10-15 euros. Et du coup, donc la pompe 100 euros, mais c'est après, voilà, ça dépend des fournisseurs, mais le coût varie, mais on peut trouver des tubes aux alentours de 10-15 euros. Et après, donc, on a une autre méthode de mesure qui est une méthode de mesure avec un analyseur de gaz qui là va être beaucoup plus coûteuse et complexe, c'est-à-dire qu'on va installer des prélèvements, que les prélèvements se font en continu en fonction du type de tâche qu'on veut identifier, enfin durant lesquelles on veut avoir des données. Donc c'est vrai que quand on travaille sur l'exposition des travailleurs, on préfère utiliser des tubes Dräger qui sont fiables à plus ou moins 20%, ce qui est pour nous une faible incertitude, et qui sont des mesures ponctuelles. Par contre, quand on veut travailler sur les émissions gazeuses, là, on utilise plutôt l'analyseur de gaz. Voilà pour l'ammoniac. Ensuite, donc, l'air des bâtiments est également potentiellement chargé en particules. Donc, les particules, c'est quoi? C'est un mélange de plein d'éléments qui sont à la fois organiques et inorganiques. Donc, on va retrouver des aliments, des fesses, des poils, des plumes, de l'urine et également des particules de matériaux de construction. Donc, c'est vraiment un mix de tout ça qui va faire que on aura des particules dans l'air. Et après, on retrouve aussi également des champignons comme des endotoxines ou des levures. Et ça peut, donc c'est ce qu'on appelle les bioaérosols. Et ça peut aussi entraîner d'autres types de maladies s'ils sont inhalés par les travailleurs. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que quand vous voyez sur l'image de droite, la majorité des particules ont un diamètre inférieur à 10 microns. Donc là, vous voyez, en fait, on voit voilà, je vais essayer de mettre le petit pointeur. Là, vous avez la petite barre qui vous montre, ça c'est 10 micromètres. Et en fait, là, c'est un échantillon de particules qu'on a pris en engraissement. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que du coup, on est majoritairement inférieur à 10 micromètres. Et 10 micromètres, ça veut dire que c'est des particules thoraciques ou alvéolaires. Parce que les particules thoraciques, elles ont un diamètre inférieur à 10 micromètres et les particules alvéolaires, un diamètre inférieur à 4 micromètres. Et vous allez voir ensuite ce qu'on a pu mesurer au cours des différentes tâches, mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas en élevage porcin, on a 98% des particules qui sont avec un diamètre inférieur à 4 micromètres. Donc on est vraiment sur des particules très fines qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais par contre qui peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Et on a des valeurs limites d'émission professionnelle pour les particules, donc c'est-à-dire que depuis 2023, ça a évolué, et notamment depuis le 1er juillet 2023, on ne doit pas dépasser, donc sur 8 heures en particules alvéolaires, 0,9 mg par mètre cube. Donc on va voir après ce qu'on aura mesuré par rapport à cette valeur limite d'émission professionnelle. Et là, je vous ai montré l'appareil de mesure qu'on utilise aussi pour les particules. Donc c'est un compteur de particules, en fait, qu'on appelle un GRIM, et qui nous permet justement il prélève un échantillon d'air et il va compter les particules à l'aide d'un faisceau lumineux et les classer en fonction de leur taille. C'est pour ça qu'on peut, nous, avoir les particules, le nombre de particules, et notamment le nombre de particules avec des diamètres inférieurs à 4 microns, et c'est comme ça qu'on a pu voir qu'on avait beaucoup de particules alvéolaires. Donc l'important, comme j'en parlais justement, c'est on sait qu'on a des particules et de l'ammoniac dans l'air, mais maintenant, quelle concentration on va retrouver? Et c'est pour ça que dans le cadre du projet AirElver, qui s'est finalisé en 2018, on a suivi des tâches qu'on avait considérées comme les plus exposantes, soit à l'ammoniac, soit aux poussières. Et pour les élevages porcins, on a suivi le sevrage des porcelets, les soins aux porcelets, parce que c'est des moments où on reste justement un moment dans la salle, où il y a risque de potentiel de mise en suspension de particules
en bougeant les animaux. Le tri des porcs charcutiers parce qu'on est en fin d'engraissement et que c'est souvent en fin d'engraissement qu'on va avoir plus d'ammoniac. Et l'alimentation des porcelets parce que justement, on a aussi plus de risques à la fois d'exposition à l'ammoniac et aux particules. Et on a suivi 21 élevages de volailles avec 4 tâches également considérées comme à risque. Donc, l'inspection en fin de bande, le curage, où là, justement, on va être plus exposé à l'ammoniac puisque c'est le curage, on retire, on brasse un peu le fumier qui va émettre de l'ammoniac, le ramassage des animaux et le paillage. Donc, quels résultats on a obtenus? Alors, vous avez les 4 tâches en élevage porcin qu'on a suivies. Donc, le sevrage des porcelets, les soins aux porcelets, le tri des porcs charcutiers et l'alimentation des porcelets. Vous avez la concentration moyenne qu'on a mesurée donc, en gras. Et ensuite, vous avez le minimum et le maximum. Pour l'ammoniac dans cette ligne-là et pour les particules sur cette ligne-là. Donc, ce qu'on voit finalement, en moyenne, on est toujours, quelle que soit la tâche, on est toujours inférieur à 20 ppm. 20 ppm, c'est la valeur limite d'exposition professionnelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a certaines valeurs qui peuvent être supérieures à 20 ppm. Donc, vous avez le petit n qui est le nombre de mesures qu'on a réalisées. Donc, on a, par exemple, au moment des tri des porcs charcutiers, on a mesuré dans 102 salles différentes et on a vu que en moyenne, on était à 14 ppm, mais que dans certains cas, on est monté à 40 ppm. Pareil pour l'alimentation des porcelets, on est monté à 45 ppm sur 69 mesures. Et quand on regarde les particules, donc on a le même résultat, c'est-à-dire qu'en moyenne, on est inférieur à cette valeur limite d'exposition, mais on a des cas où on peut être bien au-dessus pour les 4 tâches qu'on a analysées. Donc ça, c'est pour l'élevage porcin et pour l'élevage avicole. Donc on retrouve en fait les mêmes résultats qu'en porc, c'est-à-dire qu'en moyenne, pour l'ammoniac, on est en dessous des 20 ppm, mais on a des tâches qui vont aller jusqu'à donc 40 ppm pour l'inspection en fin de bande, 35 ppm au niveau du curage, 26 ppm au niveau du ramassage, donc on est supérieur à 20 ppm. Et pour les tâches, pour l'exposition aux particules, ce qu'on voit, c'est que sur les 4 tâches, on en a 2 où on est supérieur à cette valeur limite d'exposition professionnelle de 0,9 mg par mètre cube. Et que dans les valeurs maxi, on est aussi également toujours supérieur à 0,9. Voilà. Donc, c'est la conclusion de ce qu'on a observé là, c'est de se dire, en moyenne, en tout cas pour l'ammoniac, que ce soit en élevage de porc ou en volaille, on est en dessous, mais on a des cas où on est au-dessus de ces 20 ppm. Quand on est au-dessus des 20 ppm, ça veut dire qu'il y a un risque pour la santé du travailleur. Pareil pour les particules. En porc, on est tout le temps en dessous de la moyenne. En volaille, on a 2 cas de tâches où on est au-dessus. Et dans tous les cas, on a des valeurs max qui sont au-dessus. Donc, ça peut entraîner un risque pour la santé. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet-là, on a mesuré aussi, donc le projet Releveur, on a mesuré l'impact sur la santé. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, les symptômes les plus fréquents donc, sont la toux, le nez irrité, l'essoufflement et l'irritation de la gorge. Et ça, on l'a retrouvé chez quasiment l'ensemble des travailleurs. On a vu aussi que plus la tâche était longue, plus les symptômes étaient élevés. Et ensuite, donc ce qu'on a vu, c'est que on avait, parce qu'on mesurait également la capacité respiratoire des travailleurs, on avait une réduction de cette capacité respiratoire chez les personnes allergiques. Donc, après, on s'est posé la question on voit qu'il y a un risque avéré et qu'il y a des effets sur la santé. Comment on peut faire maintenant pour réduire ces risques sur la santé? Donc déjà, de comprendre comment sont appréhendés les risques par les travailleurs. Et je vais présenter, mais c'est le travail qui a été réalisé par Caroline sur
sur justement la perception des risques des travailleurs. Et en fait, ce que Caroline a identifié, c'est que finalement, les risques sont peu connus et très peu cités. Enfin, les risques respiratoires, en fait, sont peu cités par rapport aux risques liés aux animaux, au bruit et aux risques liés aux troubles musculo-squelettiques. Donc en fait, la connaissance des risques professionnels, elle est surtout sur soit les accidents que les travailleurs ont déjà vécus, avec soit des maladies personnelles, enfin, des maladies qu'ils ont eues, ou l'entourage. C'est d'abord la principale chose. Finalement, si on n'a pas subi un accident ou si on n'a pas justement un entourage où on a eu une maladie, par exemple, les personnes qui ont une maladie justement pulmonaire liée à leur travail, telles des bronchites à répétition ou même des allergies, elles vont être beaucoup plus sensibilisées aux risques respiratoires que les autres. Et finalement, c'est vraiment pas ce qui ressortait en premier. Et c'est pour ça que ce qui est ressorti de cette étude de perception, c'est qu'il est important justement de former les gens à ce risque-là pour qu'il puisse y avoir un changement de conduite. Donc voilà. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que finalement, la majorité des personnes soit minimisaient le risque, soit justifiaient leur comportement. Donc, il y a plusieurs types de personnes qui ont été identifiées. Donc, dans les personnes qui minimisent le risque, dans ces trois-là, que ce soit le relax, le non concerné ou le Superman, ils vont dire moi, ça me regarde pas. Soit donc le Superman, il va dire moi, j'ai aucun risque parce que je suis fort, je suis costaud et ça va jamais m'arriver d'avoir des risques respiratoires. Le non concerné, il va dire ça me regarde pas. Et le relax, ça va être plutôt voilà, moi, c'est pas chez moi, c'est plutôt chez les autres. J'ai pas de soucis dans mon élevage. Et après, il y en a qui justifient leur risque aussi en disant bah moi ça m'intéresse pas de mettre en place des solutions parce que je me sens j'ai déjà assez de contraintes. Le sceptique qui va dire bah parce que moi je pense que ça fonctionne pas de mettre en place des moyens de prévention et de protection. Je suis dans mon élevage et je vois pas comment on peut améliorer les choses. Et le viril qui va dire bah oui, c'est la honte un peu de porter notamment sur les moyens de protection, j'ai pas envie de passer pour n'importe qui. Je suis un éleveur et je préfère ne rien porter. Et il y a aussi une personne qui peut combiner plusieurs attitudes. Donc voilà, ça c'est issu de l'étude sur le porc. Il y a également cette même étude-là de perception qui a été faite par ma collègue Marion Ruche sur la volaille. Donc au final, il y a différentes attitudes par rapport au risque respiratoire. On retrouve suite aux différents profils que j'ai présentés. Donc, d'abord, au contact d'une maladie respiratoire, je me protège. Donc, ça, c'est ceux qui sont sensibilisés. Donc, souvent parce qu'il y a eu une maladie respiratoire, parce qu'ils ont eu une maladie respiratoire ou l'entourage. Ensuite, il y a je me questionne sur l'impact des particules, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la santé ou non? Ensuite, ce n'est pas ma priorité. Donc voilà, j'ai d'autres choses à gérer plutôt que ça. Et enfin, la personne qui est non sensibilisée et qui ne se protège pas. Donc c'était intéressant de voir les différents profils parce que c'est comme ça aussi qu'on peut axer nous après notre sensibilisation sur le terrain pour permettre le changement de pratique. Et comment on fait pour réduire l'exposition aux risques respiratoires? Donc, il y a d'abord la mise en place de moyens de prévention et la mise en place de moyens de protection. Mais il faut toujours réfléchir prévention avant protection. Parce que la prévention, c'est réduire à la source, c'est réduire la mise en suspension des particules, et vaut mieux d'abord, ou la volatilisation de l'ammoniac, il vaut mieux d'abord se dire qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon élevage pour prévenir le risque avant de se dire bah voilà, on va mettre en place toutes les personnes travaillant dans l'élevage vont porter des masques à partir de maintenant. Mais en fait, il y a déjà il y a plein de moyens de prévention qui peuvent être utiles et simples à mettre en place. Donc, au niveau des moyens de prévention,
dans le cadre de Air Éleveur, on avait défini quelques moyens, donc je vais vous donner quelques exemples, qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Donc, pardon, tout d'abord, agir sur l'air. Donc, on va augmenter le taux de ventilation. On a vu que la ventilation en surpression permettait une plus faible exposition, que ce soit à l'ammoniac ou aux particules, qu'une ventilation en dépression. Une entrée d'air avec plafond diffuseur, c'était l'entrée d'air qui nous permettait d'avoir une exposition moindre par rapport aux autres types d'entrée d'air. Ensuite, agir sur les effluents. Donc là, c'est des choses qui sont aussi, je disais, dans la facilité de mise en œuvre. L'évacuation fréquente des déjections, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir sur un bâtiment neuf. On va pas pouvoir le mettre en place comme ça. Ensuite, par contre, l'ajout d'additifs dans les lisiers, c'est quelque chose de plus simple. On ne va pas modifier les fosses à lisier, on va rajouter ces additifs et ça va permettre justement, dans certains cas, de réduire les émissions, la volatilisation de l'ammoniac. On a aussi l'acidification des lisiers. Ça, c'est un processus chimique, et comme on en parlait au début, justement, le pH va jouer sur la volatilisation de l'ammoniac. Plus il est faible, moins on aura de volatilisation. Donc l'acidification, ça donne des performances de réduction très importantes. Mais c'est aussi tout un process qui est à mettre en œuvre. Et ensuite, la réduction de la température par lisiothermie, parce que comme on disait aussi, la température va jouer sur la volatilisation. Mais un projet a été réalisé, donc Temporalis, porté par l'IFIP, et montrer qu'il faut réduire quand même la température de manière assez importante pour obtenir des bons résultats sur la réduction de l'ammoniac. Ensuite, on va avoir les pratiques des éleveurs. Donc, par exemple, utiliser moins d'asséchants en maternité ou manipuler les animaux, limiter la manipulation des animaux. Ce qui est pas simple, mais par exemple, au moment des soins des porcelets, au lieu de prendre les animaux de la case, de les faire les soins, de les remettre, ça peut être utiliser des chariots à porcelets, ça va limiter la manipulation. Ensuite, on peut agir sur l'aliment, donc c'est-à-dire bien optimiser les apports d'azote en fonction des besoins des animaux pour réduire l'azote excrété et donc l'ammoniac. Et également, on peut ajouter des additifs dans l'aliment, comme par exemple du gras, pour limiter la mise en suspension des particules. Et enfin, agir sur l'ambiance, comme maîtriser le couple chauffage-ventilation, ajouter de la brumisation de l'air ou encore l'ionisation électrostatique qui va permettre de plaquer les particules au mur. Voilà pour les exemples en élevage porcin. Et en élevage avicole, petit souci, c'est avicole et pas porcin. Donc, pour l'ammoniac, on parle de bien gérer sa litière, donc bien choisir son matériau. L'objectif, c'est qu'elle soit pas trop humide pour limiter les risques d'émission d'ammoniac. On peut également utiliser des additifs. Pour les particules, comme pour l'élevage porcin, c'est limiter l'agitation des animaux et utiliser l'ionisation électrostatique. Ensuite, durant le ramassage, on peut mécaniser le ramassage pour aussi limiter l'agitation des animaux et la mise en suspension des particules. Durant le curage du fumier ou le paillage, donc l'idée ce serait aussi de mécaniser le plus possible et d'être dans un tracteur avec cabine fermée pour justement limiter l'exposition du travailleur. Et ils ont donc lors des enquêtes en élevage avicole, ils ont repéré également qu'il fallait faire attention à la mise en route de la ventilation parce que ça pourrait avoir un effet inverse avant l'arrivée des animaux, c'est-à-dire que au lieu de se dire les animaux vont entrer dans une aire peu chargée en particules, si on met en place trop tôt la ventilation, ça va justement favoriser la mise en suspension des particules très fines. Voilà pour les exemples qu'on a repérés dans le cadre du projet Air Éleveur. Et dans le cadre du projet Calière qui est en cours, on est en train de recenser l'ensemble des moyens de prévention. Parce que comme je vous disais, on en a qui sont compliqués à mettre en œuvre, mais on en a aussi qui sont simples.
Et finalement, on n'a pas de guide de tous ces moyens-là. Et là, il est en train d'être réalisé en ce moment. Donc, on classe, on travaille avec la MSA sur ce projet et on classe les moyens de prévention en 3 catégories. Donc, les moyens humains qui sont par exemple de la formation, de la sensibilisation, de la communication. Donc, les moyens, donc comme exemple, par exemple, de moyens humains, ça va être afficher en salle de pause un poster qui va expliquer les risques liés à l'exposition aux particules et à l'ammoniac. Donc c'est un moyen de prévention humain. Ensuite, moyens organisationnels, donc comme les pratiques de conduite, les pratiques d'élevage. Là, on parlait justement des soins au porcelet en élevage porcin. Ça peut être justement réaliser les soins dans le couloir plutôt que dans la salle. Et là, ça permet justement de ne pas être exposé pendant toute la durée des soins et de ne pas rester dans la salle de maternité pendant toute la durée des soins des porcelets. Et enfin, les moyens techniques. Donc, ça va être un équipement, un matériel, mais souvent, ça entraîne une modification structurelle du bâtiment. Donc, par exemple, on parlait d'évacuation fréquente des déjections. Et au total, là, je vous ai donné l'exemple en élevage porcin. Donc, on a recensé 60 moyens de prévention. Donc là, je vous ai montré quelques exemples. Mais donc, il y a 9 moyens humains, 23 moyens de prévention organisationnelle. Et finalement, c'est ceux-là qui sont souvent les plus simples à mettre en œuvre et qui peuvent permettre d'avoir des résultats assez facilement. D'avoir des bonnes efficacités sur la réduction de l'exposition. Et enfin, 28 moyens de prévention technique. Et là, donc, la rédaction des fiches est en cours pour une finalisation en avril 2025. Au niveau des moyens de protection, donc en fait, dans le cadre du projet Air-Éleveur, on a identifié plusieurs freins à la mise en œuvre des moyens de protection. Parce que ce qu'on a repéré, c'est que dans les élevages enquêtés, donc on avait 20 élevages de porcs et 21 élevages de volailles, et il y avait très peu de travailleurs qui portaient des masques. Donc la première chose, c'était de comprendre quels sont les freins au port du masque. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le premier élément qui est cité, c'est l'inconfort. Parce qu'en effet, ça tient chaud, ça empêche de respirer correctement, et souvent, c'est des tâches qui sont physiques. On sue du visage et c'est pas agréable. Ensuite, il y a la non-adéquation à la physionomie. C'est-à-dire que les personnes qui ont des lunettes, elles vont avoir de la buée, donc pour travailler, c'est compliqué. Les tailles sont pas adaptées, et également les hommes qui portent la barbe, ça va faire que le masque n'est plus hermétique et en fait, il va pas être utile. Après, ce qui est ressorti également, c'est l'image du porteur de masque. C'est-à-dire que, comme on voyait tout à l'heure, le profil viril, et en effet, là, ça, par rapport aux autres éleveurs, il y avait souvent, c'était ressorti une atteinte à la virilité de la mise en agriculture. Après, pour les techniciens, souvent les techniciens, parce qu'on a enquêté également les techniciens, ils veulent pas passer pour, avoir l'image de col blanc par rapport aux éleveurs. Donc finalement, il y a aussi peu de techniciens qui portent des masques. Et après, il y a aussi une peur des éleveurs par rapport aux voisins, de dire si le voisin me voit en train de porter un masque, ça veut dire que ils vont avoir peur pour eux. Et ensuite, par rapport aux salariés, le risque, c'est que ça entraîne des problèmes sur la propre exploitation. Donc il y a cette image-là, et ensuite il y a le scepticisme sur l'efficacité, parce que c'est lié à un manque de conseils. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut changer le masque, quand le masque va s'encrasser. Donc souvent, on ne sait pas comment l'ajuster, bien l'adapter sur le visage, et on ne sait pas comment l'utiliser. Le dernier critère, c'était le critère économique. Du coup, ce qu'on avait fait dans le cadre de Air-Éleveur, c'était une plaquette qui détaillait un peu, pour pouvoir inciter au port du masque, il faut déjà donner des conseils. Donc on a
réalisé une plaquette qui montre un peu comment bien choisir son masque. Donc, bien choisir sa taille. Donc la plaquette est téléchargeable, sur le site, des chambres d'agriculture de Bretagne et des autres partenaires, du projet. Donc, bien choisir son masque, il faut d'abord bien choisir sa taille, faire attention au bon positionnement, du masque. S'il y a une soupape expiratoire, bah, c'est mieux de choisir avec une soupape car ça va apporter plus de confort. Et après, c'était pour expliquer quelles sont les protections, en fait. Donc il y a d'abord 3 classes de filtres à particules. Les P1, donc qu'on appelle FFP1, qui arrêtent 80 des particules. Les P2 qui arrêtent 94 des particules. Et enfin les P3 qui arrêtent 99,95 des particules. Et ce qu'on recommande, nous, en élevage, que la MSA recommande, c'est des P2 parce que le P3, c'est quand même assez difficile de respirer correctement parce que justement, il arrête quasiment l'ensemble des particules. Et comme en élevage, c'est assez physique, on recommande le P2. Parce que déjà 94% de particules inhalées en moins, c'est déjà très efficace. Et après, pour les masques à cartouche, donc les masques qui arrêtent les gaz, on a différents codes couleurs qui classent les cartouches. Souvent, les cartouches, donc je ne vais pas tout détailler, je vais juste vous dire souvent c'est A, B, E, K, les cartouches qu'on utilise en élevage, c'est-à-dire A, c'est pour les gaz et vapeurs organiques, B, gaz et vapeurs inorganiques. Donc, dès qu'on fait du lavage, par exemple, il faut qu'il y ait au moins le A. B, E, c'est pour les gaz acides et anhydride sulfureux, et K, l'ammoniac. Et donc, en élevage, on utilise A, B, E, K, on sait qu'on va être bien protégé. Et on a des masques qui couplent donc les gaz A, B, E, K et les poussières P2. Donc, par exemple, on a des masques qui vont s'appeler ABEK P2 ou ABEK P3. Et là, on sait qu'on est protégé sur l'ensemble des gaz et poussières en fonction des tâches à réaliser. Donc, ce qu'on explique dans la plaquette aussi, c'est comment bien utiliser son masque. Donc, l'entretien, il faut bien nettoyer la partie faciale et les filtres. Le stockage, il est important de ne pas stocker son masque comme ça sur un porte-manteau parce qu'en fait il va se continuer en fait à se saturer même s'il est dans un local proche de l'élevage. Il faut donc les mettre dans leurs emballages individuels et après ou dans des boîtes hermétiques. Et le remplacement, mais c'est quand changer la cartouche, en fait, soit parce qu'on commence à percevoir des odeurs, et là, dans ce cas-là, ça veut dire que le filtre est saturé. Et on peut avoir des indicateurs de saturation aussi, dans les masques plus évolués en technologie. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, et ça, on ne le sait pas toujours, c'est à partir du moment où on ouvre une cartouche, un sachet de cartouche, c'est que la durée maximale du masque, elle est de 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on propose d'inscrire la date de première utilisation sur le filtre pour s'assurer que 6 mois plus tard, bah, même si le masque n'est pas saturé, on le supprime. Donc ça, c'est des points de vigilance pour finir. Un équipement de protection individuelle, c'est bien individuel, donc spécifique à chaque utilisateur. Et les masques chirurgicaux, qui ont été beaucoup utilisés pendant le Covid, ils ne sont pas des masques de protection respiratoire. En tout cas, pour les particules. Alors, comment donc on a réalisé en fait, dans le cadre de Calière, on réalise une phase de test en élevage parce que l'objectif, c'est d'identifier les caractéristiques d'un masque idéal. Parce que là, on sait, suite au projet Air-Éleveur, on peut donner des conseils sur comment utiliser les masques, quel masque en gros, quels sont les critères les principaux critères dans le choix du masque, donc bien choisir la taille, voilà, comme on a dit, mais en fait, comment identifier, pouvoir proposer aux éleveurs le masque idéal. Donc c'est pour ça qu'on est en ce moment en train de faire tester en élevage 18 masques dans le cadre du projet Calière.
dans 13 élevages de porcs et 13 élevages de volailles. Et en fait, on a d'abord, pour sélectionner ces 18 masques, on a d'abord fait une première étape de création d'une base de données qui reprend l'ensemble des masques respiratoires adaptables en élevage. Donc on avait 56 masques qui sont ressortis. Et après, on a fait une présélection en fonction des critères de choix qui ont été définis par le collectif Calière, puisque l'avantage qu'on a dans le projet Calière, c'est qu'on travaille avec un collectif d'éleveurs, donc c'est un projet en collaboration et ça nous permet vraiment de répondre au plus proche des besoins des terrains. Donc selon les éleveurs du collectif, l'important c'était s'adapter au mieux à la morphologie du visage, permettre de respirer facilement et être bien équilibré sur le visage. Donc on a gardé uniquement les masques avec plusieurs tailles et qui soient ajustables, les masques avec une valve expiratoire ou une ventilation assistée, et les masques avec double cartouche ou un positionnement sur la tête. Du coup, il nous restait 34 masques. Et ensuite, on a présenté ces 34 masques aux différents éleveurs du collectif qui nous ont fait soit leur retour d'expérience, soit ils nous ont dit non, bah celui-là, on sait que ça va pas le faire. Et ça nous a fait, du coup, on n'avait plus que 26 masques. Et enfin, on a fait tester en salle les 26 masques en petit test, c'était la test d'une demi-journée, aux éleveurs et salariés du collectif, et il en est ressorti 18. Donc au final, c'est les 18 masques qui sont pressentis pour être les mieux pour être en élevage. Mais là, c'est pas en test en salle qu'on va pouvoir définir ça, c'est vraiment en conditions d'élevage. Donc en ce moment, ils sont en test. Au final, il y a une sélection aléatoire de 7 masques à tester par personne. Donc chacun testera au moins un masque jetable, un masque à poussière, un masque à cartouche et un masque intégral, et 3 masques à ventilation assistée. Donc au final, chaque éleveur du collectif, donc en tout on en a 26, va tester 7 masques. Et grâce à tout le retour, on va pouvoir vraiment définir les caractéristiques, les critères pour avoir un masque idéal. Et si besoin, si on n'a vraiment pas, et on pressent un peu ça, de se dire chaque masque a des qualités, mais a aussi un ou plusieurs défauts. Donc l'idée, ce serait peut-être aussi de travailler avec les fabricants de pays en reprenant tous les critères, les critères positifs pour chaque masque et d'essayer de proposer aux éleveurs le masque idéal. Voilà. Donc, comment inciter au changement? Donc, comme on l'a dit, bah, il faut équiper, donc mettre à disposition le matériel. Là, permettre aux éleveurs de faire des tests, ou même les éleveurs qui font pas partie du projet Calière, pouvoir leur proposer, leur dire bah il faut essayer peut-être ce masque-là, ou il faut essayer ce moyen de prévention-là, rappeler qu'il existe et l'entretenir. Ensuite, l'important c'est d'informer. On va faire témoigner pour montrer que justement, en mettant en place ce moyen de prévention-là ou ce moyen de protection-là, bah, on se sent mieux en fin de journée. On va apporter des informations scientifiques et techniques, mais également médicales. Et après, il faut agir, donc montrer l'exemple et proposer ou imposer des phases de test. Et là, je vous ai mis trois petits donc là, enfin, c'est ce qu'on diffuse sur internet. Donc là, c'est la plaquette des masques des équipements de protection respiratoire avec les conseils. Là, c'était issu d'un projet Papovit qui avait été porté par l'IFIP, donc Nadine Guingamp, sur comment réduire les particules, et c'est sur YouTube, et vous pouvez retrouver les éléments de ce projet-là. Donc là, on est plus sur les émissions que l'exposition, mais ça donne des clés quand même. Et après, projet Air-Éleveur, donc on a créé une chaîne YouTube avec différentes vidéos de sensibilisation. Donc je vous ai expliqué les différents résultats, présenter la majorité des résultats aujourd'hui. Donc en conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'important, donc comme vous voyez l'échelle en bas à droite, je vais remettre ça. Voilà. En bas à droite, vous voyez, si on veut permettre un passage à l'action, il faut d'abord
que le travailleur soit conscient du risque, ensuite qu'il se sente concerné par le risque, et enfin qu'il agisse. Et là, déjà, grâce à nos résultats d'études, on voit qu'il y a un risque avéré, lié notamment à l'exposition à l'ammoniac et aux particules, avec des concentrations qui vont dépasser, dans certains cas, les valeurs limites d'exposition, et avec un impact sur la santé qui a été mesuré. Plus de symptômes, réduction des capacités respiratoires pour les personnes allergiques. Et donc, on voit qu'il y a une sensibilisation. Donc, suite au projet Releveur, on a réalisé une sensibilisation sur le terrain, mais on voit que c'est pas suffisant pour permettre le passage à l'action. Et c'est pour ça que là, on est passé au projet Calière, qui lui, l'objectif, c'est donc d'avoir un guide sur les moyens de prévention et de protection, donc pouvoir proposer les moyens de protection les mieux adaptés, et que l'éleveur et le salarié puissent avoir en vue l'ensemble des moyens de prévention qu'on peut mettre en élevage. Et la finalité de cet outil Calière, c'est que l'éleveur puisse faire un autodiagnostic dans son élevage très simple de est-ce que est-ce que la qualité de l'air de mes bâtiments est risquée pour ma santé? Oui ou non? Si oui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et en fait, cet outil-là, il va être disponible en 2025, et donc on espère qu'avec cet outil-là, ça va permettre de favoriser justement le passage à l'action, puisqu'on voit que la sensibilisation est insuffisante. Donc voilà, je voudrais remercier tous les éleveurs et les salariés qui participent aux différentes études, parce que c'est grâce à eux qu'on peut avancer. Et merci pour votre attention, et désolée pour tous les problèmes techniques que j'ai eus ce matin. Eh ben, merci à vous, Solène. Merci beaucoup pour cette présentation très, très détaillée. On a encore quelques minutes, donc je vous propose de revoir quelques questions ensemble. Alors, quel type d'analyseur des gaz est utilisé? Alors, pour les gaz, on utilise un analyseur photoacoustique qui est de la marque Innova. Et c'est un analyseur qui est assez pratique parce que pas très lourd et assez robuste pour être mis en élevage. Donc après, il est très coûteux puisqu'il est aux alentours de 60 000 € et il demande souvent un étalonnage pour s'assurer de la fiabilité des données. Mais il permet de mesurer donc en continu l'ammoniac et les gaz à effet de serre, l'eau et ammoniac, méthane, dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et eau. Donc voilà. Merci. J'ai une question sur les particules inférieures à 10 microns. On nous dit majorité en nombre des particules ou bien en poids des particules totales? Alors là, ce qu'on a mesuré, c'est en nombre. Donc, on a mesuré en nombre, puis après, justement, on sait que la taille des particules, enfin, on a une majorité de taille de particules à moins de 10 microns en nombre. Par contre, quand on passe en poids, en fait, donc c'est-à-dire en concentration en milligrammes par mètre cube, donc là, notre GRIM, en fait, notre appareil fait une conversion automatique. Donc c'est en prenant une particule de référence. Du coup, c'est pas simple parce que nous, on doit mettre, donc on utilise en parallèle une mesure du poids réel en fait des particules qui ont été prélevées. Et ce qu'on voit, c'est que là, finalement, le poids des particules à 10 microns, il est très très faible. Et quand on regarde en poids, et en effet, la valeur limite d'exposition, elle est en poids, puisqu'elle est à 0,9 mg par mètre cube. Et ce qu'on voit que finalement, il aurait fallu qu'elle soit en nombre, parce qu'en fait, le poids des particules de moins de 10 microns, c'est très très faible. Et dans le 0,9 mg par mètre cube, ou là, dans les valeurs qui dépassaient les 0,9 mg par mètre cube, c'était que des particules supérieures à 100 microns, en fait. C'était des grosses particules, c'est elles qui prennent tout le poids, quoi. Donc la majorité des particules inférieures à 10 microns, c'est en nombre, et par contre, quand on est en poids, ça vaut rien, c'est rien par rapport à, on est à 1% des particules à 10 microns en poids, en fait. Enfin, voilà. Ok. Merci.
Alors, j'ai une question sur, on dit, est-ce que dans un contexte d'intrication des polyexpositions avec également H2S, qui pour le coup est très présent en élevage, et un gaz asphyxiant, ne plaide-t-il pas en faveur de l'emploi des masques à cartouche? Peut-être que je n'ai pas bien lu la question. Alors, est-ce que dans un contexte d'intrication des polyexpositions avec également l'H2S, qui pour le coup est très présent en élevage, ne plaide-t-il pas en faveur de l'emploi de masques à cartouche? Alors, oui, puisque le B, c'est pour le H2S, enfin, quand je vous disais A, B, E, K, donc le B, ça permet de protéger du dioxyde de soufre. Mais en fait, nous, dans nos mesures, on est vraiment très très faible en dioxyde de soufre. En tout cas, que ce soit en élevage de porc ou de volaille, on a des valeurs très faibles. Mais dans tous les cas, la cartouche ABEK protège de l'H2S. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Mais on voit qu'on est très très faible, nous, dans nos élevages. Quoi. Hydrogène sulfuré, oui, hydrogène sulfuré, pardon. J'avais une question donc, sur les eaux. Peut-on extrapoler cette présentation au bâtiment des eaux dans lesquels des odeurs très fortes d'ammoniac sont présents? Ah oui, bien sûr. En fait, si les odeurs sont présentes, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on va ressentir l'odeur d'ammoniac, plus la concentration va être élevée. Alors, il y a une échelle qui est intéressante qui montre que quand on est au-dessus de 20 ppm, normalement, ça doit picoter. Picoter les yeux, ça picote. Donc, si en zoo, on ressent donc justement des picotements et on ressent une odeur forte, ça veut dire que on peut être au-dessus de 20 ppm. Donc, en fait, dans ce cas-là, c'est intéressant. Après, il faut trouver des moyens de prévention spécifiques aux zoos, mais de pouvoir porter des masques de protection déjà pour limiter cette exposition. Parce que plus on ressent l'odeur, plus ça va piquer, plus la concentration va être élevée. Et ça peut valoir le coup de faire des mesures ponctuelles au tube Draeger pour pouvoir justement estimer la concentration. Okay. Il y a une question, je ne sais pas si je comprends bien, donc c'est mesure VLEP. Quelle réaction des exploitants concernés au regard du risque sur leur santé et quelle action entreprise par ces dernières? Alors, c'est la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc, la réaction des exploitants, du coup, c'est de dire, ah bah oui, en effet, ça peut dépasser. Alors là, c'est typiquement les présentations des profils que Caroline a étudiés. Donc de dire, voilà, il y en a qui vont dire, oui, moi je sais que ça dépasse, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas mon problème. Enfin, moi, je suis. En gros, il y en a, je vais donner l'exemple de Caroline, mais moi, j'ai des poils au nez, c'est bon, mais les poils de mon nez, ça va faire une barrière. Donc en fait, je n'ai pas de risque. Donc ça, c'est les personnes qui se disent non concernés en fait. Enfin, pourtant, ils sont concernés parce que ça peut être au-dessus de 20 ppm, mais c'est le profil qu'on a appelé profil Superman qui se dit voilà. Alors là, d'entraîner une prise de conscience, c'est pas forcément facile en fait. Faut justement pouvoir cibler tous ces profils-là, même ceux-là, et c'est pour ça, c'est ça la difficulté en fait. Parce que quelles actions entreprises par ces derniers? Pour l'instant, ces derniers, ils vont rien entreprendre. Parce que justement, ils vont se dire, moi, je n'ai pas de soucis. Alors, je ne sais pas, Caroline, hein, si en complétant par écrit, parce que si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais je pense que c'est ça la difficulté, c'est que des personnes qui ne sont en complément, voilà. Donc, les éleveurs ne connaissent pas les normes d'exposition et sont peu conscients des risques. On a une opportunité de sensibilisation via la problématique d'attractivité des métiers. L'odeur d'ammoniac ne donne pas super envie de travailler en bâtiment port. Alors, merci Caroline, c'est ça l'autre problématique, c'est que
il faut pouvoir recruter en élevage et qu'il y a un gros souci de recrutement. Donc des fois, les éleveurs aussi se disent, bah, on veut pas trop en parler de ça, parce qu'on veut pouvoir recruter. Donc faut pouvoir proposer un élevage qui sente pas trop mauvais grâce aux moyens de prévention et de protection. Et il faut pouvoir donc du coup sensibiliser les personnes qui se sentent pas du tout concernées. Voilà. Et par contre, moi j'avais aussi une question par rapport à ça. Est-ce que par rapport au contact que vous avez eu avec ces agriculteurs, est-ce que certains se sont dit, ah bah finalement, effectivement, moi j'ai certains symptômes, le fait de tousser, de cracher, qui peuvent finalement, où je m'étais jamais posé la question, et finalement c'est peut-être lié à ça. Est-ce que vous avez eu ça aussi comme retour? Ah oui, complètement. Même on a eu début de l'entretien, non, mais moi je tousse pas dans mon élevage. Et pendant l'entretien, il y avait de la toux. Et en fait, de dire, bah si, vous toussez. Et ça peut être lié à votre exposition et de se dire, ah oui, ah bah oui, en fait, et en effet, on a pu sensibiliser grâce à ça. De se dire, bah si, enfin, les éleveurs, ils sont tellement habitués qu'ils se disent non, en fait, certains éleveurs, et voilà, c'est normal, en fait, c'est ça. Alors que là, bah non, vous avez toussé pendant l'entretien. Ah oui. Et en fait, après, bah, c'est vrai que ça permet on a pu sensibiliser et ces éleveurs-là sont très intéressés pour avoir des connaissances sur les moyens de prévention et de protection à mettre et pour avancer là-dessus, quoi. Bah, merci beaucoup, Solène. Merci De rien. encore pour la présentation, pour les réponses aux questions. Je remercie aussi votre collègue Caroline. Je m'excuse qu'on n'a pas pu la faire intervenir, mais j'ai vu qu'elle a répondu dans les chats à pas mal de questions à la fin que vous présentiez. Je remercie encore tous les participants à ce webinaire. Et bien évidemment, toutes les personnes qui ont accepté de présenter leurs différents travaux.